Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Alors aujourd'hui on est le lundi 26 février 2024, on est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Aujourd'hui nous parlons d'une étape importante dans la vie des enfants, l'acquisition du langage. Alors ça commence par le babillage, c'est tellement mignon. Et ensuite vient jusqu'à la phase où ils commencent à dire des mots avec quelques petites erreurs et puis après des phrases et on est ébahis devant ça, nous les parents et puis même l'entourage, tout le monde est ébahi devant ça. Alors aujourd'hui nous allons explorer l'acquisition du langage étape par étape. Alors quelles sont les principales étapes du langage, comment accompagner notre enfant au mieux possible et à quel moment s'inquiéter. On en parle tout au long du débat. Deuxième partie de l'émission, nous allons parler conseils pratiques, nous allons parler de la bronchiolite et bien sûr pour finir la rubrique de Wahida Salem Chif qui est dédiée à la Palestine, c'est Wisher et c'est en fin d'émission. Si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, une seule chose à faire, composez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91 et place maintenant au débat au sujet du jour qui est comprendre l'acquisition du langage. Avec nous pour en parler, Madame Werk Linda, vous êtes orthophoniste spécialiste en neurosciences cognitives. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ravie toujours d'être parmi vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une étape importante pour les parents. On est ébahis quand on voit nos enfants commencer déjà avec le babillage. Oui, exactement, c'est tellement mignon. Et puis même quand il y a des erreurs, on ne veut pas qu'ils apprennent quand même à dire les mots correctement parce que ces petites erreurs ont un charme aussi. Hein. Oui. Alors, quelles sont les grandes étapes du développement du langage s'il est tout petit? Parfait, très bien. Alors, avant de commencer de parler des grandes étapes d'acquisition de langage, on va d'abord définir le mot langage. Qu'est-ce que c'est? Donc, la langue, c'est un moyen, on va dire, de communication. C'est un outil de communication qui permet à l'individu de s'exprimer, les pensées, les idées et tout, à travers, c'est-à-dire la production orale. Donc, on va dire, entre parenthèses, la production orale, on peut même utiliser le gestuel et ainsi de suite. D'accord? Donc, il y a un psychologue suisse qui a tranché les parties d'acquisition de langage, donc par l'âge. Donc, bien sûr, on va dire des étapes... Les étapes les plus importantes sont divisées en trois parties, c'est ça? Trois parties. Exactement. On va dire une partie sensorielle, une partie préopératoire et la partie opérationnelle, on va dire, c'est à partir de 6 ans jusqu'à 11 ans, jusqu'à l'âge où l'enfant s'exprime tout à fait normalement et naturellement. Le normal possible. Donc on va prendre la première partie, donc puisqu'on va commencer par l'acquisition et tout, donc de 0 jusqu'à 6 ans. Donc on commence de 0 à 6 mois d'abord. Donc l'âge de nourrisson et nouveau-né. Nouveau-né, exactement. Donc l'enfant, là, il n'y a pas un langage oral, il n'y a pas une production orale. Il s'exprime beaucoup plus côté sensoriel, côté gestuel et tout. Donc les débuts, c'est des rictus. C'est des mimiques, donc de 0 à 3 mois, c'est des mimiques, donc les grimaces et tout, quand il comprend, c'est-à-dire quand on le sourit et tout, et il sourit et voilà, donc il s'exprime par là, on va dire le mécontentement quand il fait chenoupa. Voilà, chenoupa, les petites grimaces. Voilà, des petites grimaces et tout. Ensuite, on a de 3 mois jusqu'à 6 mois, là, c'est le gazouillis, donc l'enfant, il commence à faire RE, il commence à réagir avec nous et tout. Et là, quand il fait justement ces RE, est-ce qu'on fait pareil avec lui pour lui répondre? Oui, c'est une sorte de communication. Quand on le répond et tout, ça renforce encore. Déjà, on le voit quand on prend un bébé de 3 à 4 mois. Donc, quand il fait RE et la maman, elle réagit, c'est un sourire. Il poursuit le plus normal possible. Après, de 6 mois, on va dire de 6 mois jusqu'à 9, jusqu'à 12 mois, on peut dire. Jusqu'à 12 mois, c'est la partie du babillage, là où il commence à babiller, à dire ba, da, da. Mais justement, bien sûr, il commence par papa. Ba, c'est papa. C'est plus facile. Hein. Voilà. Il faut expliquer parce que les parents s'attendent à ce que, surtout les mamans, s'attendent à ce que le bébé dise d'abord maman. Ça fait partie de son développement. Donc voilà. Le développement de l'enfant. Pour un peu rassurer les mamans. C'est parce que c'est facile de dire papa. C'est pas la discrimination. Voilà. Parce que toutes les mamans sont là à dire, j'espère qu'il commencera à dire maman.
Et puis on a vu des vidéos sur les réseaux sociaux effectivement, où il y avait des mamans qui disaient maman, maman, et puis on voyait, papa. et puis ils disaient papa. Il répond papa. Tout simplement parce que c'est facile. Parce que c'est facile. Maman, c'est après. Donc le M, on va dire, il y a plus de... Pour un bébé, hein, oui. il trouve plus de difficultés à prononcer ma. Par contre, quand il fait pa, ça sort tout seul. Ça sort plus seul. En plus, ça attire le bébé, ça attire, c'est-à-dire donc les gestes et tout, ça attire le bébé. Donc pour lui, c'est pas. Même s'il disait pas le papa, hein, oui, même s'il pas forcément papa. Il dit juste papa. Hein, ça, c'est le babillage. On appelle ça le babillage. Je voulais juste revenir à un point. Par exemple, quand l'enfant, le moment de 0 à 3, il y a les pleurs aussi. Oui. Donc les pleurs, c'est un moyen de communication, effectivement. Quand ça exprime quand il a mal, quand il a envie de manger, il a faim, quand c'est-à-dire il est gêné par rapport à ses besoins et tout. Donc là, il faut comprendre que quand le bébé pleure, c'est pas forcément il est en train, c'est-à-dire de chercher, il cherche vraiment sa maman, mais il y a quelque chose qui veut s'exprimer à travers la pleure, donc les pleurs et tout, donc les crises, parfois, surtout quand on se tat un peu, c'est la crise et tout. Donc il faut comprendre quand même que c'est un moyen de communication, les pleurs. Pour le bébé, c'est un moyen de communication, les pleurs, parce que c'est là qu'il nous dit j'ai faim, change-moi ma couche, j'ai mal ou autre chose. Et souvent, quand on a tout essayé, alors il n'a pas faim, c'est pas la couche, c'est quoi, c'est ceci, c'est cela. C'est souvent les coliques aussi qui sont incriminés ou autre chose. Oui, donc il faut juste prendre l'enfant dans ses bras et le rassurer. Ou parfois c'est l'ignorance, parce que l'enfant il remarque. Donc on va dire à 3 mois, surtout à 3 mois, quand il arrive à bouger, quand il commence à bouger sa tête et tout, donc il voit le passage de maman. Maman, elle m'a ignoré. Donc comment attirer son attention? Je suis là. Donc je m'impose et je commence à pleurer. Parfois sans faire attention, la maman peut-être elle est un peu occupée quelque part où elle a des trucs à faire, donc elle l'ignore et l'enfant, le bébé pardon ici, il essaye de renforcer encore les crises, donc pour juste attirer son attention, même s'il n'a pas besoin, c'est-à-dire il n'a pas besoin de manger ou de se faire changer et tout, il a besoin juste de la présence de maman. De sa maman. Voilà. C'est tout à fait normal. Alors aujourd'hui, on parle de l'acquisition du langage. Alors, si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Ce que je vous propose tout de suite avant de continuer notre débat, c'est de suivre un reportage de notre journaliste Yasmine Belhidja et on revient tout de suite après. D'accord ? L'acquisition du langage commence avec des mimiques, des pleurs ou encore en souriant. Jusqu'à 6 mois, le bébé va donc découvrir les sons de sa langue et s'entraîner à les utiliser. Et à partir de 7 mois, le bébé commence à babiller, c'est-à-dire il va dire ses premières syllabes. À 12 mois et plus, il va utiliser son propre jargon pour imiter les adultes. En réalité, il s'entraîne à dire des petits mots en lien avec sa routine. Par exemple, il commence avec papa et maman. Par la suite, il pourra dire d'autres mots, mais il est normal qu'ils ne soient pas toujours dits dans le bon contexte. En effet, la compréhension chez le jeune enfant s'enrichit de jour en jour. Mais pour cela, il est important de communiquer avec le bébé et surtout de parler doucement et de bien articuler. Parce qu'à cet âge, le bébé commence à mettre un sens aux mots. Et au-delà de 18 mois, il va pouvoir nommer les actions comme par exemple partir, tomber, manger. Et ensuite, il va commencer à associer les mots pour faire des mini-phrases. Parler à un bébé est très important, le corriger et surtout lui raconter des histoires. L'acquisition du langage chez le bébé est progressive. Dès la naissance, il va se familiariser avec sa langue, avec ses différents sons, avec les différents mots. Il va notamment les apprivoiser au contact de son entourage. En cas de retard de l'acquisition du langage, il est nécessaire de consulter un spécialiste pour faire un diagnostic et y remédier.
Alors, on parle aujourd'hui d'acquisition du langage. Plus exactement, le thème du jour est comprendre l'acquisition du langage. Si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Appelez-nous, dites-nous si vos enfants ont commencé par pas ou ma. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui vous a peut-être inquiété ou qu'est-ce qui vous inquiète si vous le vivez en ce moment? Et on essaiera de répondre à toutes vos questions. Donc avant le reportage, on disait que le bébé, on est arrivé à la période du babillage jusqu'à l'âge de 1 an. Alors est-ce que justement les bébés de moins de 1 an comprennent les mots? Justement, là, le bébé de moins d'1 an, donc il ne comprend pas forcément le mot, mais plutôt la tonalité du mot. Donc, et surtout, la réaction des parents. Donc, par exemple, quand maman est fâchée, quand maman est contente et tout, c'est des sens, on appelle ça des sens de tonalité. Donc là, le bébé, il comprend très bien. Quand maman est contente, bah, bravo et tout, pour attirer et tout. Donc là, le bébé, il est content aussi. Quand maman est fâchée, quand le bébé il fait une bêtise ou un truc comme ça, donc elle est fâchée, elle lui dit ah, attention et tout. Donc il comprend ce qu'on veut exprimer. Voilà, c'est vrai. Il pleure. En ce moment, elle fait ah, tu as fait ça. Lui, il va faire quoi? Il vous regarde, il vous fixe, il commence, il va commencer à pleurer et tout. Par contre, on va parler à partir de 1 an et plus. Voilà, à partir d'une année au plus, là, il commence à comprendre les mots simples. Les mots simples tels que viens, donne-moi, va chez papa. On commence toujours par l'entourage. Donc, va chez papa, donne ça à papa, donne ça à maman, fais bisous à maman, fais câlin à maman, et ainsi de suite. Là, c'est très simple pour un bébé, surtout quand ça devient un rituel, quand il entend surtout les mots donne, viens, mange. Voilà, c'est par rapport. C'est des mots simples. Voilà. Mais justement, est-ce qu'on utilise ce qu'on appelle le mamané, les mots feufo et ce genre de choses qu'on dit aux enfants? Justement, quand c'est chaud, on dit feufo, on dit ce genre de mots. Donc, est-ce qu'on l'utilise ou on évite? Ça paraît mignon ces mots et tout, mais autant que spécialiste, bon, on va parler en général. Donc, on ne recommande pas ce genre de mots. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est dans une période d'acquisition. Donc, quand il va apprendre sa langue, il va apprendre le langage, il va commencer par foufou, ce qu'on appelle le langage de bébé. Donc, il y a chez quelques enfants, donc ils peuvent s'adapter le plus normal possible, ils vont entendre les mots des adultes, ils vont faire l'association et ils vont comprendre, ils vont les utiliser surtout dans sa production orale. Ça va. Là, ça va. Mais quand un enfant, déjà, il est chouchouté trop, à l'âge de, par exemple, on va parler de 3 ans, 4 ans, la maman, toujours, Chichi, viens. Là, c'est l'erreur. C'est plus possible. Là, c'est pas possible, c'est l'erreur. Il va jamais apprendre le mot adulte, c'est-à-dire il va pas s'intégrer en quelque sorte avec le monde et la communication des adultes. Voilà, donc c'est évitable. D'accord. Pour les premiers, on va dire, premiers temps, quand on a, par exemple, 8 mois, 9 mois, on peut faciliter. Chichi, et toujours associer le mot correct. C'est-à-dire, Chichi, assis-toi, voilà, ham. Voilà, hamé, dodo. Voilà. Allez, hami. Allez, on mange. Voilà. D'accord. Donc, on essaie d'associer le mot correct. Comme ça, il va comprendre que hami signifie manger. Chichi signifie s'asseoir. Et ainsi de suite. Voilà. Très bien. Donc, il commence à comprendre des mots à partir de 12 mois. 12 mois et plus, donc manger, donner, c'est des mots simples. Et ensuite, après 12 mois, donc de 1 an jusqu'à 1 an et demi. Ensuite. Donc on va parler de 12 mois jusqu'à 18 mois. Là, c'est beaucoup plus la compréhension. Il faut savoir aussi, c'est une petite note que j'ai pas, je les ai fait tout à l'heure, que le langage est divisé par 2 parties. On a le langage compréhensif, c'est la compréhension, c'est la première des choses qu'on doit renforcer chez le bébé
c'est-à-dire à bas âge. Et le langage productif, c'est la production orale, c'est à partir de 12 mois, le four, oui, l'enfant, le bébé, il arrive quand même, il commence quand même à dire quelques mots simples, même si l'articulation, elle n'est pas bien, c'est-à-dire le mot, il n'est pas bien articulé et tout. On ne cherche pas la perfection. Surtout à 1 an et demi et tout ça, donc oui. Il y a quelques phonèmes qui est, on va dire, supprimé, qui est rajouté, remplacé par un autre. Donc là, au contraire, on cherche beaucoup plus à stimuler sa perception auditive. D'accord. D'accord. S'il arrive à imiter, par exemple, quand je lui dis mange, il vient, par exemple, il commence à marcher, il y a un bonbon, un truc qu'il a dans sa main, il vient, maman, ange, il ne prononce pas m. C'est vrai. Ah, c'est bien, ça veut dire que l'enfant, déjà, il a bien capté le rythme et la tonalité du mot. Donc après, avec le développement, il va installer le M, donc le phonème M, là où il commence à dire mange plus normal possible, correctement, et puis voilà. D'accord, il y a plusieurs mots comme ça où les enfants ont du mal à dire les mots, comme par exemple spectacle, ils disent plus pestacle que spectacle, et c'est tellement mignon. C'est des mots complexes, donc on n'arrive pas, c'est par rapport aussi, quand on parle sur le plan organique, son appareil phonatoire, il n'a pas encore acquis, on va dire, la maturité. Sa langue, elle est encore petite, ses dentitions. Donc il faut prendre en considération tout ça. Donc même sur le plan de perception. Donc à chaque étape, chaque âge, donc le cerveau passe par des phases. Donc on doit respecter le rythme du cerveau. Pas aller plus vite que la musique. Voilà. Chaque étape est importante. On ne doit pas les zapper. D'accord. Voilà. Et justement, à quel moment s'inquiéter? À quel moment s'inquiéter? Alors, les parents ont tendance à s'inquiéter trop vite. Oui, je reçois beaucoup des parents qui sont un peu dans l'angoisse quand un enfant, surtout quand ils font la comparaison. Par exemple, le premier enfant, ou bien l'entourage, les cousins et tout. Donc, je leur explique que il faut comprendre que chaque enfant a son propre rythme. Donc, il y a des étapes, certes. C'est un tableau, on va dire, c'est une sorte de fréquence de la normalité. Oui. D'accord? Les étapes qui étaient mises par le psychologue Piaget, donc le psychologue suisse Piaget. Donc, à travers ce tableau, il y a des signes. On va dire, il y a des signes qui font l'alerte aux parents. D'accord. Pour les parents, c'est beaucoup plus. Ils ne vont pas regarder le côté Piaget et tout. Ils vont regarder la comparaison par rapport aux aînés, aux cousins, cousines, neveux. Voilà. Donc, on reçoit. Donc, moins de 3 ans, on les reçoit. Ah, il ne parle pas bien, il n'articule pas ce mot bien et tout. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ça reste un enfant qui est en train de se développer à son propre rythme, même entre des jumeaux. Normalement, vous avez l'expérience, vous êtes une maman de jumelles. Exactement. Voilà, donc, c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pas la chacun même chose, son rythme. C'est pas le même développement. Donc, on respecte ça. Par contre, on peut faire la guidance parentale. On peut conseiller les parents à stimuler la communication chez eux. Par exemple, s'ils ne communiquent pas trop, s'il n'est pas, on va dire, dans un entourage qui favorise la communication, on essaye de faire la guidance aux parents et leur dire qu'il faut communiquer avec l'enfant, il faut accorder du temps à son enfant. Comme ça, il va apprendre, il va réagir, on va dire, à cette stimulation. Et il faut aussi une consultation chez le pédiatre ou chez des spécialistes pour savoir s'il n'y a pas un problème auditif ou autre. Oui. C'est la première des choses. Donc, c'est la première des choses. En tant que spécialiste, quand je reçois les parents, par exemple, directement, ils ne sont pas orientés par un autre spécialiste, tel que pédopsie ou pédiatre et tout. On fait ce qu'on appelle, quand on fait l'anamnèse, le bilan et tout, il y a toujours une sorte d'orientation pour éliminer le côté organique. Le côté organique, c'est quoi? S'il y a une surdité, s'il y a un dysfonctionnement cérébral, ce n'est pas l'orthophoniste qui va faire ce diagnostic. On laisse la tâche pour nos spécialistes, ils vont faire leur rôle, leur travail. Ensuite, on reçoit on va dire le compte rendu. Si l'enfant a besoin d'une prise en charge, tout en entamant notre bilan avec nos tests et tout, on commence avec lui, on le prend en charge. S'il n'a pas besoin, pas la peine, quelques conseils, ça va rentrer dans l'ordre. Très bien. Et à quel âge, à partir de quel âge peut-on acquérir
prononciation des sons corrects chez l'enfant? Alors, je vous ai dit déjà que l'enfant, ça reste toujours, il n'est pas parfait. Oui. Il y a toujours une imperfection par rapport sur le plan organique. Il n'a pas encore développé la maturation de l'appareil phonatoire. Donc, quand est-ce qu'on va vraiment, c'est-à-dire prendre le trouble au sérieux? Donc, à partir, on va dire, à l'âge d'apprentissage. Donc, à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans et tout. Là, s'il persiste, surtout sur le point d'articulation, hein. Je ne parle pas de retard de langage ou bien de troubles de la parole, parce qu'on prend les troubles moins de 5 ans. D'accord. Mais pour l'imperfection de langage, trouble d'articulation, on accorde du temps, on essaie toujours de corriger à l'enfant. Par exemple, quand il ne prononce pas bien et tout, on le prend en charge, on essaye de stimuler, c'est-à-dire sur le plan phonatoire, s'il y a une rigidité des muscles. Il y a des enfants, par exemple, on dit qu'ils zozotent, qui avancent la langue. Voilà. Ça, le schlettement. Un trouble de schlettement, ça fait partie du trouble articulatoire. Est-ce que ça se corrige? Ça se corrige, bien sûr, c'est la position de la langue. Donc, il y a un problème avec la position de la langue. L'enfant, il n'arrive pas à positionner bien la langue comme ça. Donc, par exemple, pour le se, il dit se. Voilà. Donc, il arrive pas avance toujours la langue. Voilà, ça fait partie du trouble d'articulation. Est-ce qu'il y a une prise en charge spéciale pour ce genre de bien choses? sûr, on le prend en charge. On a tout un protocole à respecter. Donc, on commence par les praxis pour bien, c'est-à-dire donner la souplesse aux muscles et tout. Ensuite, on essaye d'entamer un bilan neuropsychologique aussi s'il n'y a pas un problème de concentration, un problème d'attention, donc pour éliminer ce plan et tout. Parce que parfois, généralement, les enfants qui ont un problème d'articulation, quand on élimine le côté organique, bien sûr, s'il n'y a pas de surdité, s'il n'y a pas si les dents ne sont pas bien... Tout est normal, voilà. Tout est normal chez lui, mais la prononciation, la fonction du phonème, elle est troublée. Donc là, on essaye, même la perception, ça fait partie, le point cognitif, dans le domaine cognitif. Donc on essaye déjà de stimuler l'ouïe, donc son audition, tout en faisant des activités et tout, c'est-à-dire spécifiques pour ça. Ensuite, on essaye aussi de faire les praxis. Les praxis, c'est des gestes pour gagner la souplesse des muscles, pour reprendre la souplesse des muscles. Et on va passer pour la Ça se fait à n'importe quel âge? Alors, pour l'âge, on va dire, pour le schlettement, généralement, c'est 5 ans, 6 ans. D'accord. D'accord, c'est 5 ans, 6 ans, on le prend. Si ça persiste encore plus, ça va être un peu, c'est-à-dire on le prend. Parce qu'en général, on trouve ça mignon chez un enfant et on se dit, bon, ça va passer. 5 ans, c'est mignon, il chlette. Voilà. On limite aussi. Exactement. C'est drôle, on limite. Mais si on le laisse tout seul comme ça. Ça va rester à l'âge adulte? Ça ne peut pas disparaître tout seul? Ça peut, oui, quand un enfant est éveillé, ça peut, c'est-à-dire il peut faire l'autocorrection. Surtout quand il remarque que c'est gênant, il y a d'autres enfants de son âge qui lui fait des remarques, c'est gênant pour lui, genre ça développe. Il se rend compte que le son qui sort de sa bouche n'est pas le même que celui quand on dit le même mot, que celui il est conscient. Il est conscient de ça. Le patient est conscient pour son trouble d'articulation. D'ailleurs, pourquoi il est conscient? On le voit sur le côté comportemental. Il devient plus timide, il évite la conversation avec les autres, il s'éloigne un petit peu. Pour lui, c'est une sorte de, on va dire, il va développer un complexe. D'accord. Et est-ce qu'on peut associer le bégaiement justement à un trouble du langage aussi? Oui, ça fait partie parmi le tableau des troubles de langage, le bégaiement, généralement, c'est un trouble de la parole, la fluidité de la parole. Oui. Donc, c'est, on va dire, un trouble d'élocution. Donc, la fluidité de la parole est touchée chez le bègue. Donc, il n'arrive pas à associer entre la respiration, il n'arrive pas à faire l'équilibre entre la respiration et la parole. Et surtout, pour le rythme.
de la parole. Donc là, c'est le bégaiement. Ça ne veut pas dire qu'un enfant ou un adulte qui bègue, qu'il arrive pas, il n'a pas un bagage lexical. Ça n'a rien à voir. Au contraire, il a un bagage très riche. Il peut s'exprimer le plus normal possible. Juste, il y a des moments, surtout, il faut voir les facteurs qui déclenchent le bégaiement. Généralement, on associe toujours avec des facteurs qui font ce bégaiement. Le bégaiement, à partir, on va dire, de moins de 5 ans, on appelle ça le bégaiement physiologique. Ce n'est pas un trouble, c'est tout à fait normal. Donc, moins de 5 ans, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. À partir de 5 ans, toujours l'âge d'apprentissage, là, on considère que vraiment, c'est un trouble de bégaiement et on doit le prendre en charge. D'accord. Voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, on parle de l'acquisition du langage. Donc si vous voulez nous poser des questions, nous témoigner tout simplement, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors comment savoir si l'enfant n'a pas envie de parler? Comment faire la différence? Avant de répondre à cette question, je reformule la question juste après l'appel qu'on vient de recevoir. Nous avons Linda qui nous appelle d'Alger. Bonjour Linda. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Je vous remercie déjà pour l'émission, elle est superbe. Merci. Voilà, ma petite fille, mon petit garçon, il a 12 mois. D'accord. Il ne mange pas beaucoup, il ne mange pas du tout. D'accord. J'ai le tête au sein. Oui. Et j'ai des problèmes immenses. Je pleure pour le donnement. Alors, le souci, c'est qu'il n'arrive pas, il ne mange pas du tout. Il ne mange pas, il grignote, Il est sélectif, il sélectionne ce qu'il veut manger? Oui, il sélectionne, mais il ne mange pas les soupes, la banane, difficilement. J'ai des problèmes, je suis désemparée. Et par rapport aussi au langage, est-ce qu'il est réactif par rapport à ça? Est-ce qu'il fait déjà il s'exprime? Le langage, ça va. Il articule papa, maman, des trucs. D'accord. Très bien. D'accord. Oui. Restez avec nous, continuez à regarder l'émission. Nous allons essayer de répondre à votre question. Voilà. Merci Linda, bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. C'est pas toujours évident quand on a un enfant qui n'est pas très... Ça fait partie aussi des troubles de l'oralité? Tout à fait, j'allais vous dire pareil. Donc, on ne peut pas directement annoncer que l'enfant présente un trouble d'oralité si on ne fait pas le bilan, si on entame. Il y a toujours des facteurs, on revoit toujours, est-ce qu'il n'y a pas de maladie, est-ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas eu un accident par rapport à la texture, un trouble de déglutition ou bien... Il y a eu une mauvaise expérience avec une nouvelle texture. Oui. Voilà, donc on revoit toujours. Là, quand on entame le bilan, on classe tout ça et on élimine. On peut, si ça présente chez l'enfant les choses, là on peut diagnostiquer trouble oralité et on le prend en charge. Donc c'est l'orthophoniste qui le prend en charge, ou bien même les pédiatres le font. Les pédiatres qui font une formation sur l'oralité et tout. Les troubles alimentaires pédiatriques, on appelle ça troubles alimentaires pédiatriques. Donc on travaille en collaboration et on essaye de trouver une solution. L'enfant commence à découvrir les nouveaux aliments et nouvelles textures. Il va manger le plus normal possible. Ça se guérit. C'est un bon sujet. On va justement, on va en parler prochainement, les troubles de l'oralité. On a eu un appel un peu en avance apparemment. Dans quelques émissions, nous allons parler. La dame, on la remercie. On parlera des troubles de l'oralité bientôt, justement, par rapport à ça, par rapport à l'alimentation de bébé. Ça ne concerne pas que l'alimentation, c'est tout un sujet. Tout un sujet, il y a l'entourage, parfois les mamans sont sélectives, ils sont faire attention, on transmet ça à notre bébé. Donc, et ça, c'est pas un trouble, il y a eu une sorte de transmission. On ne peut pas parler d'un trouble. Si la maman, déjà, elle a un problème, elle ne mange pas les légumes, elle ne mange pas ça, oui, donc elle reste sélective. Donc, comment dire, elle est maniaque, par exemple, sur des trucs, je ne sais pas, la viande et tout. J'aime pas, je ne vais pas donner ça à mon enfant. Donc, il faut savoir que les enfants imitent, elle ne laisse pas l'occasion de découvrir. Exactement. D'accord. Et on y revient
reviendra bientôt sur une Inch'Allah. émission sur l'oralité. Donc avant le coup de fil, donc il faut tout simplement dire à Linda qu'il faut peut-être consulter chez un orthophoniste ou chez un pédiatre pour voir De le préférence souci. d'aller voir un pédiatre Oui. déjà pour éliminer toujours le côté organique s'il n'y a pas de problème, par exemple, de déglutition. Ça Oui. fait, on va dire, il y a une relation avec ses amygdales ou autre, donc il n'arrive pas à avaler, c'est difficile pour lui. Et c'est toujours, ou bien il a eu un choc, il était malade avant, donc il a eu un choc, ça garde toujours le problème, il n'arrive pas à avaler bien, il y a toujours la sensation gênante et tout. Donc on élimine le côté organique, on oriente chez le pédiatre directement. Inch'Allah va voir son pédiatre, elle va en parler à son pédiatre. Si c'est vraiment inquiétant, une orientation chez une orthophoniste spécialisée, parce que pas toutes les orthophonistes ou tous les orthophonistes en général qui prennent en charge ce trouble, donc spécialisée dans les troubles de l'oralité, et elle va entamer son bilan et voilà, elle commence avec lui la prise en charge si ça nécessite. Très bien. J'espère, Linda, qu'on a répondu à votre question et je vous souhaite bon courage. Je sais que c'est pas toujours évident, surtout avec un bébé de 1 an, c'est pas toujours évident par rapport à la nourriture, par rapport à pas mal de choses, on s'inquiète beaucoup. Et puis, j'espère que ça va aller. Donc, si vous aussi, comme Linda, vous voulez nous poser des questions par rapport à l'acquisition du langage, donc n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et juste avant l'appel, j'allais vous poser la question par rapport à l'enfant qui n'a pas envie de parler et puis l'enfant qui ne parle pas. Comment on distingue Comment ça? distinguer les deux? Est-ce qu'il D'accord. n'a pas acquis le langage ou est-ce qu'il a juste pas envie de parler? Alors, Est-ce que ça peut arriver pour un déjà? enfant, on va commencer par un enfant qui a des difficultés à parler. D'accord? C'est plus simple. Donc, un enfant qui a des difficultés, qui n'arrive pas à parler, à entamer une phrase, parce qu'au fait, on n'a pas terminé les phases d'acquisition. On a ce qu'on appelle de 12 jusqu'à 18 mois, c'est ce qu'on appelle le mot phrase. Donc là, le bébé commence à faire des phrases un seul mot. Avec un seul mot. Avec un seul mot. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, votre sac est là. Et votre enfant, il va voir le sac. Au lieu de dire ça, c'est le sac de maman, il va dire maman. Voilà. Il va s'exprimer Donc maman. il va pointer le sac et dire maman. C'est Donc le voilà. pointage. Donc voilà, pour s'exprimer beaucoup plus. L'objet, il va faire l'objet, c'est-à-dire une sorte de associer l'objet à la personne. À la personne. D'accord. Voilà. Nous avons un autre appel. Nous avons Khatir qui nous appelle d'Alger. Bonjour Khatir. Bonjour madame. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez juste vous éloigner de votre téléviseur ou de diminuer le son? Très bien, voilà. Voilà. Alors oui, on vous écoute. Justement, on a un enfant, donc, il a 7 ans. Vous avez un enfant? J'ai pas bien entendu. Peut-être un enfant. Oui. Il a 7 ans. Oui. On a eu partout orthophonistes, bon, c'est pas pour les critiquer ou là, mais aucun résultat. Parce qu'il ne parle pas, il est toujours là. Ce qu'il aime, c'est bien le téléphone. D'accord. La télévision. Est-ce qu'il est souvent en face des écrans, justement? Madame? Est-ce qu'il est mal بزاف بالتليفون ou la télévision? يقعد بزاف فيهم. Justement, هو البروبليم تاعو هذا هو. Ce qu'il veut, il veut s'éloigner. Oui. والله غالب هذا où il peut pas parler, bon, عنده quelques mots, maman ou la papa ou la... C'est tout. Ou l'école, ils l'ont pas accepté. D'accord. On a essayé avec tous les moyens, mais impossible. D'accord. Le comportement تاعو كيفاه؟ لا même d'être شوية de temps en temps quelques crises. Mais sinon, très gentil, il se met un bisou matin et soir pour ça, non. Est-ce qu'il a été exposé aux écrans très jeune? Est-ce que بدا يشوف تليفون ou في la télé كي كان صغير كامل؟ À quel âge? والله je ne sais pas. Bon, c'est Les cris, c'est souvent quand on lui enlève les outils. Dommage, ma fille n'est pas là, sinon elle vous explique. Est-ce que justement, كي تنحيو له التليفون ولا كي تحبسوا له لا تيلي اللي يدير لي كريس تاعو؟ mais il n'aime pas. D'accord. Non. Le téléphone m'a donné du matin au soir. D'accord, très bien. Très bien. Voilà. Alors, continuez à regarder l'émission, Monsieur Khatir. On va essayer de vous répondre tout de suite. Merci beaucoup pour votre appel et votre témoignage.
Ça s'est coupé. J'espère qu'on pourra en tout cas donner une réponse ou rassurer ou l'orienter, pourquoi pas justement. Alors, exposé aux écrans, on allait y venir pendant le débat justement. Exposé... Ils anticipent. Exactement. Alors, exposé aux écrans, ne supporte pas qu'on lui enlève les écrans, fait aussi des crises à ce moment-là, et 7 ans, les mots maman, papa, tout cela. Et... Ouais. Donc, d'après ce que j'ai compris, il a dit le monsieur, donc son bagage est assez pauvre pour s'exprimer et tout. Il est accro à la télé, aux écrans, beaucoup plus téléphone. Donc, Anna, ce que je vous propose là, on ne sait pas, c'est beaucoup plus l'observation clinique pour qu'on puisse poser un diagnostic. Il faut d'abord voir un spécialiste. Bon, apparemment, il est déjà passé par cette étape. Un pédopsychiatre, il faudrait peut-être voir un pédopsychiatre. Voilà, une orientation chez un pédopsy qui va entamer son propre diagnostic. Et si ça nécessite une prise en charge et tout, pour moi, ça nécessite une prise en charge quand on parle. Il y a le facteur d'âge. 7 ans, quand même, c'est un âge avancé. Normalement, l'enfant, il arrive à s'exprimer. Même s'il y a la perfection de langage, ce qu'on appelle trouble d'articulation et tout, il faut prendre en considération qu'il a besoin de prise en charge spécifique et entamer un bon diagnostic. Voilà. Surtout. Très bien. Alors, justement, un dernier conseil. Pour les parents qui nous regardent et les grands-parents qui nous regardent, tout le monde, tout simplement. On n'a plus beaucoup de temps par rapport aussi aux écrans, par rapport au langage, rassurer et en même temps sensibiliser les parents par rapport aux écrans. Pour les écrans, il y a un impact négatif et positif. Donc les écrans, toujours, l'avantage, on parle d'avantages et d'inconvénients. Donc l'avantage, c'est un enfant passe plus normal, son développement est le plus normal possible, dans la norme. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas des signes, c'est-à-dire à signaler qu'il y a un retard, qu'il y a un problème plus tard et tout. On peut donner l'écran, c'est-à-dire on peut exposer l'enfant face à l'écran, ou bien, j'évite le maximum. Déjà, dans l'Organisation de la santé OMS, on déclarait que c'est quasiment interdit les écrans avant 3 ans. Voilà. Donc là, on les 3 ans en accompagnant l'enfant, en essayant d'avoir une interactivité. Interactivité, tout à fait. Donc on ne laisse jamais un enfant face à l'écran tout seul, et surtout la durée. Donc on doit respecter le temps chronologique. Donc par exemple, si un enfant est exposé, on va dire, il a 24 mois, 26 mois, et commence à comprendre les gestes et tout, il y a ce qu'on appelle, on peut lui faire des dessins animés tels que Choupi, il y a aussi ce qu'on appelle Caillou. C'est des dessins animés qui ont un but éducatif. Là, mais toujours avec l'accompagnement. Très bien. Voilà, toujours avec l'accompagnement des parents. Un petit quart d'heure suffit largement. Et un petit quart d'heure en face des écrans avec l'accompagnement des parents, bien sûr, toujours parler de ce qu'on est en train de voir à l'écran. Il peut acquérir le plus normal possible. Au contraire, il va renforcer sa langue et développer. Très bien. Voilà. Merci Madame Werk Linda, vous êtes orthophoniste spécialiste en neurosciences cognitives. Merci beaucoup pour votre participation et à très vite pour l'oralité. D'accord. Inch'Allah. Et tout de suite, nous passons à la deuxième partie, donc conseil pratique Wisher, juste après ceci. يا أرض فلسطين قسما بالله العلي وربي العالمين يا علامك كيلاني وجبالك حرين قسما بالله العلي وربي العالمين يا علامك كيلاني وجبالك حرين يا علامك كيلاني يا أرض صلاح الدين شرقي وغربي كلنا في دار نتكلم من صميم قلبي لا نتأخر أبدا نعهد بربي يا حربي ودام الشهداء للفتح وطني وشعبي هم المسببين تحيا فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين قسما بالله العالي وربي العالمين
كيلاني وجبالك حرين يا علم كيلاني يا أرض صلاح الدين. فلسطين الحرية سلاح والإيمان، تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان. احنا هما أصحاب التضحية ما نخافوا عديان، في سبيل الله والحرية احنا المجاهدين. يا أرض فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك ديني نفديك بدمي الغالي. يا أرض فلسطين قسما بالله العالي رب العالمين يا يعلم كيلاني وجبالك حرين. قسما بالله العالي رب العالمين يا يعلم كيلاني وجبالك حرين يا يعلم كيلاني يا أرض صلاح الدين. بسم الله الله أكبر على دم الأديان، لابد من حقيقة نصر نور عليه يبان. قد ما يكون الظلم يتكسر بجاك يا رحمن، يبقى ساقطنا الجبار معمم العينين. تحيا فلسطين. De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie et place à la deuxième partie de l'émission Conseil pratique et Wicher. Alors pour Conseil pratique, nous recevons professeur Leila Smati. Vous êtes pédiatre, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Et bien sûr pour Wicher, Wahida Selmchrif, bonjour. Bonjour Mounia. Ça va? Tranquille, Alhamdoulilah, très bien. Dans Wicher, tu vas nous parler aujourd'hui de Palestine. De la Palestine, toujours bien Oui. sûr, c'est dédié à la Palestine. On va laisser un petit peu de suspense Voilà, en fin je vais d'émission. pas vous dire tout de suite Voilà, de quoi je on vais va le parler. dire en fin d'émission. Et avec vous, on va parler de la bronchiolite, donc conseil pratique, mais juste après le jingle, bien sûr. Alors aujourd'hui, dans Conseil pratique, nous parlons d'une infection respiratoire courante chez les nourrissons et bien sûr, nous allons parler de la prévention, des signes et de la surveillance aussi, les signes à surveiller. Donc, qu'est-ce que la bronchiolite au juste pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est au juste? La bronchiolite, c'est la maladie du tout petit, l'expression du tout petit. Ce n'est pas que le petit qui a le virus, c'est viral. Donc c'est un virus. C'est un virus. Donc on va comprendre toutes les implications thérapeutiques. Oui. Et plutôt que ce qu'il faut faire, on va dire tout ce qu'il ne faut pas faire et qui se fait actuellement. Donc c'est une infection habituelle, normale, de l'enfant de moins de 2 ans. Certains définissent 1 an. En Algérie, nous avons une recommandation nationale depuis 2016 et on dit moins de 2 ans. C'est un virus que les enfants rencontrent parce qu'il vit dans notre environnement. Il vit en hiver, comme tous les virus du système respiratoire, comme pour la grippe, comme pour toutes les maladies respiratoires. Quand il fait froid, il y a des modifications qui font que les virus vont avoir la possibilité de se répandre. Ça inquiète beaucoup les parents. Alors pour rassurer les parents, on va leur expliquer comment ça se transmet pour qu'ils fassent attention. Très bien. Alors ça se transmet comme toutes les maladies qui se transmettent par voie aérienne. Et on a un bel exemple qu'on a connu, qui aurait dû nous aider à nous prémunir, c'est la Covid. Exactement. C'est un virus respiratoire qui est là dans l'environnement et que tout le monde va avoir, mais tout le monde ne va pas avoir des signes. Donc une personne, même qui n'est pas malade, peut le porter. Les adultes peuvent le porter. Exactement. Et d'ailleurs, ce sont eux, les adolescents, les adultes qui vont l'avoir. Et qui va en souffrir le plus? Les plus petits, la femme enceinte et les plus âgés. Et les personnes qui ont des maladies chroniques. Mais le bébé, c'est lui qui va faire l'expression qu'on appelle bronchiolite. Et comment on va? Comme ça se transmet, ça se transmet par voie aérienne. Donc une personne qui tousse, une personne qui éternue, une personne qui s'est mouchée, va répandre ça dans l'atmosphère. Une personne sans être en contact qui a touché
Son visage. Son visage, son nez, sa bouche, elle va l'avoir sur elle. Quand elle va toucher un bébé, elle va le lui transmettre, même si elle n'a aucun symptôme. Le bébé, il faut éviter de faire des bisous au bébé. Donc il faut éviter les bisous, il faut éviter les rencontres. Quand on est malade, ne pas aller visiter. Et ça se transmet plus quand c'est confiné. Donc l'aération des maisons, même en hiver, et surtout en hiver, est importante parce que ça permet de ventiler ces virus. Et donc c'est comme ça que ça se transmet. Donc on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour moins contaminer les bébés, parce qu'un bébé sur 3 de moins de 2 ans va rencontrer le virus. Et il va faire une forme très différente de l'un à l'autre. Chaque bébé est différent. Oui, parce qu'on n'est pas égaux. On est égaux dans le risque d'avoir le virus, mais on n'est pas égaux dans l'expression. Un bébé qui est né avant terme, un bébé qui est encore jeune, qui a moins de 1 mois et demi, 2 mois, un bébé qui a une maladie, une cardiopathie, un bébé qui a un traitement. Ces bébés sont plus fragiles que les autres et ceux-là, on les dit à risque de faire des formes plus sévères. Mais l'immense majorité des enfants, 90%, vont faire des formes simples. Très bien. Donc il faut se comporter simplement devant la majorité. Alors aujourd'hui, on parle de bronchiolite, donc conseils pratiques. Si vous avez des questions ou vous voulez tout simplement témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et justement, quels sont les signes qui doivent alerter les parents devant la bronchiolite pour savoir si leur enfant a une bronchiolite, pour savoir s'il doit consulter ou pas? Alors c'est une maladie du système respiratoire bas. Donc ça va commencer par le nez, il est bouché ou il coule. Puis le bébé va se mettre un peu à tousser, cette toux va s'accentuer, et des fois ça peut s'arrêter là. Petite fièvre, inaperçue ou plus importante. Il faut, dans tous les cas, il faut consulter s'il a les facteurs de risque que j'ai identifiés. Moins de 2 mois, tout ça, il faut aller voir un médecin. Sinon le reste, c'est une infection commune, et les parents ils doivent faire 2 choses. S'il y a de la température, la traiter. Un antipyrétique? Un antipyrétique, s'il a plus de 38,5 pour améliorer le confort de l'enfant et pas pour autre chose. Et la deuxième chose, il a le nez bouché, il faut déboucher le nez. Parce que le bébé, c'est par là-bas qu'il respire. Oui, déboucher le nez, c'est pas toujours évident pour les parents. Et oui, le laver. Le laver avec du sérum. Le laver avec de l'eau de mer. Et maintenant, on a des produits prêts à l'emploi qui sont très faciles d'utilisation, qui permettent de vraiment libérer le nez. Et d'ailleurs, un médecin qui a un enfant qui a une bronchiolite n'a pas le droit de mesurer sa respiration sans lui avoir débouché le nez. Donc on comprend très bien que quand le nez est bouché, l'enfant va moins respirer. Donc ça, c'est les 2 choses qu'il faut apprendre à toute maman dès qu'elle a un bébé, la fièvre et libérer le nez. Voilà. Ça, c'est les choses qu'elle doit faire. Maintenant, si le bébé, ce qui doit inquiéter les parents, s'il respire très vite, si elle voit un soulèvement de son thorax, si son teint a changé, si surtout il tète moins. Et on dit que la maman, sur plusieurs tétées, s'il prend moins de la moitié des tétées habituelles, c'est un signe d'inquiétude pour les parents. Ça, il faut vraiment que les parents ils aillent consulter. Et puis après, le médecin évaluera un petit peu la sévérité. D'accord. Alors, ça dure combien de temps? Alors, c'est là qu'il faut apprendre aux parents. En général, c'est 8-10 jours. Mais la toux de la bronchiolite, elle a la particularité de pouvoir rester 20-30 jours. Donc, les parents, il faut leur dire, dès le diagnostic, que si le bébé, cette toux va persister, mais qu'elle est un moyen de défense de l'organisme, la toux. Attention, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'éteindre, il ne faut pas donner un traitement, ni pour l'augmenter avec un mucolytique, ni pour l'arrêter. Et ça, c'est unanime dans toutes les maladies respiratoires du jeune enfant. C'est interdit, ces sirops, parce qu'elle est l'expression d'une défense. Et c'est comme si on privait l'enfant de se défendre contre quelque chose de naturel. Et il faut leur apprendre que ça peut durer 1 mois. Donc les parents, ils ne vont pas s'inquiéter et faire ce nomadisme médical, ces médications, le pharmacien, la voisine, le médecin. Et puis voir un autre médecin, parce que le médecin ne m'a pas donné d'antibiotiques. Il ne m'a pas donné d'antibiotiques. Et ce n'est pas automatique, c'est un virus. C'est un virus. Il y a 2 indications. On va donner un antibiotique s'il y a une pneumonie. Et là, tout médecin sait reconnaître une pneumonie. Et s'il y a une otite, tout médecin sait diagnostiquer une otite. C'est les 2 seuls cas dans la bronchiolite où on est autorisé à donner un antibiotique. Les antibiotiques n'ont jamais été une indication des maladies virales. D'accord. Et le reste qu'on est en train de faire, que je déplore,
et pour lequel, franchement, il faut que chacun entende raison, les médecins, les parents, tous les gens qui sont autour de l'enfant, c'est tout ce qu'on donne à ces enfants comme produits corticoïdes, bronchodilatateurs, nébulisation. Ça ne sert à rien parce que ça se passe très loin dans la bronchiole et ces médicaments ne vont pas agir là-bas. Oui. Donc c'est inutile. On a l'impression de traiter. L'amélioration, elle ne sera pas plus. Ça n'a jamais empêché un enfant de rentrer à l'hôpital ou d'éviter une forme grave s'il doit l'avoir. C'est une fausse sécurité, une dépense de santé, bien entendu. Et un antibiotique, c'est pas rien dans un organisme. Hein. Exactement. S'il a 6 mois, qu'il n'en a pas besoin, il vaut mieux qu'il s'en passe. Et la kinésie respiratoire. Voilà. C'est assez impressionnant de le voir, parce que je l'ai vécu, tout simplement. Tout à fait. Est-ce que c'est recommandé ou pas? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est recommandé? Alors, la kinésithérapie, donc c'est un traitement par les mouvements physiques, c'est ça le nom de kinésithérapie, pour la bronchiolite, j'entends, uniquement. Chez un enfant qui n'a rien. Ce n'est pas un enfant qui a une maladie du développement, une maladie neuromusculaire, une maladie pour laquelle il fait de la kiné, parce qu'il en a besoin pour sa vie. Celui-là, on va renforcer au moment où il fait un problème respiratoire. Mais l'immense majorité des enfants n'ont pas ça. Hein. Parce que les enfants, on a la chance, les pédiatres, c'est d'avoir des enfants qui la plupart du temps sont bien portants et qui font des petits problèmes intercurrents qu'il faut qu'on gère avec bonne intelligence en fonction de ce qu'il faut. Donc la kinésithérapie a été très en vogue. Donc si vous avez une expérience, c'est certainement une expérience qui date d'avant 2015-2016. Oh non. Parce que depuis 2016, justement, il a été prouvé pour la bronchiolite aiguë, j'entends, et pas pour une autre maladie, qu'elle n'a aucun effet additif dans le sens de l'amélioration ou d'éviter des formes graves. Et ça a été documenté à très large échelle, si bien que c'est sorti des recommandations internationales et nationales. Depuis 2016, nous l'avons sorti de nos recommandations. Moi, je suis dans un hôpital qui a beaucoup de recrutement de maladies respiratoires et nous ne la faisons pas. Les enfants ne s'en portent pas plus mal, mais évidemment, quand l'enfant est hospitalisé, le médecin est libre de décider de ce qu'il fait parce que c'est un cas très particulier. Je parle de la kinésithérapie en ambulatoire. Elle n'a aucune place parce qu'il n'y a pas d'efficacité. L'enfant, s'il est normal, va se défendre. Et l'atout est une façon de faire sortir les sécrétions qui sont habituelles. Hein. Tout organisme agressé, il va libérer des substances que l'atout va dégager. Donc il faut respecter tout ça. Et justement, on parle souvent il y a souvent des parents qui disent « mon enfant a fait des bronchiolites à répétition ». Alors, est-ce qu'on peut faire des bronchiolites à répétition ou pas? Très bonne question. Alors, la définition de la bronchiolite, c'est ce premier épisode dont j'ai décrit les signes. Chez un enfant à l'âge de 2 ans, un premier épisode. Oui. Au-delà du premier épisode, il faut remettre l'enfant dans son contexte, le pourquoi. Et ce n'est pas parce qu'il tousse que c'est une bronchiolite. Hein. On peut tousser pour d'autres raisons, parce que les récepteurs de la toux sont dans beaucoup d'endroits du corps. Donc, on ne peut pas faire de bronchiolite à répétition. On peut faire de la toux, du sifflement et de la gêne pour d'autres raisons, mais le vocable bronchiolite n'est plus associé à répétition. Le médecin cherchera ce que c'est et mettra le diagnostic et le traitement approprié. Mais on sort de la bronchiolite. Et justement, le diagnostic, est-ce qu'il pourrait être des problèmes respiratoires plus tard? Parce que beaucoup... propre expérience, je vais vous le dire directement, voilà, parce que bronchiolite à répétition, donc oui, s'il y a bronchiolite à répétition, il y aura forcément de l'asthme plus tard, il y aura de l'allergie plus tard. Est-ce qu'il y a un lien? Comment que ça se passe? Alors, le lien, c'est qu'on fait de l'asthme parce qu'on est génétiquement prédisposé à faire une maladie atopique. C'est une prédisposition. Mais ce n'est pas parce qu'on a la prédisposition qu'on va faire la maladie. Hein. Tout dépend de l'environnement dans lequel on vit. Une sollicitation, justement, virale, très tôt, peut être l'expression d'un mode d'asthme chez le petit, qui est l'asthme dû au virus. D'accord ? Mais ce n'est pas n'importe quel enfant qui va, vis-à-vis de ce même virus, faire les mêmes symptômes. Donc oui, il y a un facteur déclenchant par les virus dans certaines formes d'asthme, mais c'est de l'asthme. C'est des enfants qui vont répéter les mêmes signes, parce que c'est la même chose. Hein. Crise d'asthme et bronchiolite, c'est de la toux et du sifflement. D'accord ? Après, c'est une question d'âge.
Avant 2 ans, on appelle ça bronchiolite. Et après 2 ans, on met ça dans un contexte. Là, c'est le médecin qui intervient. Bien sûr. Les parents, là, ils doivent consulter. Souvent, on va les rassurer. Parce qu'il est petit, il vit en communauté. On n'est pas du tout, pour l'instant, vous avez vu les mesures d'hygiène. On aurait dû tirer la leçon de Covid. On les a tous abandonnés. Oui. Il y a un exemple d'études qui ont été faites à très large échelle, sur des millions d'individus, où on a analysé ce qui s'est passé pendant Covid. On a tellement eu peur. Oui, on s'est tous isolés, on s'est nettoyé les mains, on a mis les masques, on a arrêté l'RS, la riquette, le bosan, on a arrêté tout ça. Et bien, tous ces virus respiratoires, ils se sont éclipsés. Oui. Ils n'ont pas disparu, ils se sont éclipsés. Et maintenant que la nature reprend sa vie, on reprend tout. Et on aurait dû garder les bonnes pratiques vis-à-vis des sujets fragiles, les sujets âgés, la femme enceinte, attention, elle est fragile, et les bébés, les tout petits. Donc il faut garder ces mesures d'hygiène qui sont, je pense, la recommandation de base si on voulait régler la bronchiolite. Merci. On finit sur ce point, ce conseil très positif qu'il faut justement ne pas oublier. Merci encore, professeur Leïla Smati. Vous êtes pédiatre. Merci. Vous restez avec nous pour la rubrique de Wahida Salmchirif qui va nous parler de la Palestine. Avec plaisir. Le plaisir est partagé, bien sûr. C'est Wisha. Et c'est tout de suite. Alors avec toi, nous allons parler aujourd'hui de la Palestine, bien sûr. Exactement. Donc, on en parle depuis presque 4 mois, voire 5 mois dans quelques jours. Donc, on ne parle plus de la situation qui se passe actuellement. Donc, il manque de tout. Il manque d'hygiène, il manque de médicaments, de traitements, de l'eau, malheureusement. Il faut savoir que l'occupant, il a arrêté la distribution de l'eau depuis les premières attaques. Il faut savoir aussi qu'il a bloqué les usines de dessalement d'eau. Donc, il n'y a plus d'eau en Palestine. On les a vus dans plusieurs reportages et des vidéos sur les stories, parce que c'est là où ça se passe sur les réseaux sociaux. On peut voir la réalité. On les voit faire des queues qui durent des jours pour avoir une toute petite bouteille d'eau. Et quand on a cette petite bouteille d'eau, malheureusement, on n'a pas le choix. Oui. Là, on regarde voilà. Je vous laisse écouter un peu et je vous traduis un peu ce qu'elle est en train de dire. يعني احنا قصينا شعر الاولاد قصينا شعر البنت حتى يعني صعب على اي ست انها تقص شعرها اليوم قصينا احنا شعرنا قص الشعر بالنسبه لكثير ناس بيكون تعبير عن الذات او حتى شكل من اشكال الرفاهيه بس الموضوع عند اهل غزه صعب كثير لانه بيكون للضروره او طوق نجاه فجملوا الاولاد وحلقنا لهم شعورهم والبنت قص واحنا يعني C'est vraiment ça. En fait, nous, actuellement, aujourd'hui, si on a envie de changer de tête, si on a envie de s'aérer un peu l'esprit, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu veux changer d'humeur, va chez ton coiffeur, c'est connu cette citation. On se coupe les cheveux et puis voilà, ça nous fait du bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis 2-3 jours, les femmes et les familles palestiniennes, les Palestiniens surtout, sont en train de se séparer de leur couronne, de leurs cheveux. Donc elles sont en train de couper leurs cheveux, elles se rasent le crâne. Donc vous voyez cette photo, elle est très touchante pour moi parce que j'ai vu avant la vidéo, la femme, elle s'est rasée le crâne. Ensuite, elle a envoyé ces jeunes filles le faire à leur tour et elle les observait de loin et c'était très touchant. Au départ, je voulais partager avec vous la vidéo, mais c'est tellement émouvant que j'ai dit, je vais parler un peu les téléspectateurs, je ne vais pas les attrister en cette belle matinée. Vous voyez les enfants aussi, ils se coupent les cheveux tout simplement pour éviter les maladies. Je pense que docteur, vous êtes là, vous allez dire plus quand on ne se lave pas les cheveux. Donc je pense que vous êtes la mieux placée pour expliquer quand on ne se lave pas les cheveux, quand on manque d'hygiène, quelles sont les maladies qui risquent d'avoir. En fait, il y a plusieurs pathologies, des bactéries qui sont en train de se développer. Selon les témoignages des Palestiniens qui sont un peu dans les camps de réfugiés, ils souffrent de perte de cheveux. En fait, ils ont même des plaques de pus qui sont en train de sortir. C'est triste. Et quand ils n'ont pas les moyens de se laver ou de maintenir... Donc la solution a été de se couper les cheveux pour éviter... Donc imaginez la dureté de la vie pour ces jeunes demoiselles qu'elles vont garder ça en tête, se raser le crâne et se retrouver avec une boule à zéro. Voilà. Donc il faut en parler.
continuer à en parler, il faut toujours raconter ce qui est en train de se passer, la cruauté qui est en train de se passer en ce moment en Palestine. Moi, je regrette à chaque fois de me dire à chaque fois, oui, j'ai mes cheveux qui ne sont pas mal coiffés. Je m'en veux un peu, quand j'ai croisé ces vidéos, je m'en veux un peu, surtout avec nos coiffeuses, à chaque fois je me dis, c'est trop plat, c'est trop curly. Mais là, franchement, il va falloir qu'on réfléchisse à 1000, même pas. Voilà, exactement. Merci, Wahida. Certaines choses. Merci beaucoup, Wahida. Merci à vous aussi, professeur. C'est la fin de l'émission et on se retrouve dès demain à 10h30 en direct, bien sûr, sur Canal Algérie pour une autre émission, Ma famille, ma vie. Bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne Canal Algérie. À demain.